Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission musicale Mélodie Nocturne. Ce soir, je vous propose ni plus ni moins qu'un véritable voyage dans le temps. Oui, c'est là le pouvoir de la musique, pouvoir remonter le temps. Et cette fois-ci, nous allons remonter le temps de 450 ans. Et nous allons nous retrouver dans la Venise de cette époque, début du XVIIe siècle. Vous allez voir, le voyage est admirable et surprenant. Mais avant d'entamer ce voyage dans le temps, je vous propose une surprise, venue d'un voyage beaucoup plus pragmatique, un voyage dans un train. Notre caméraman Hervé Pozzo a pris la ligne entre Paris et Orléans. Et figurez-vous qu'il a croisé dans ce train des stars de l'opéra chantant le plus grand des compositeurs de cette époque, Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi, bon voyage. Veneto, che disparse amor profondo, con il secolo io veneto, che disparse amor profondo, ma agitarlo e lasciarlo, vo sommerso in questo fondo, ma agitarlo e lasciarlo, vo sommerso in questo fondo. Sempre mare nemico, e se qual piuma al vento suolo in mare, le vostre infide nave, leggere l'aquiloni e laure gravi. Quel voyage merveilleux. On ne trouve pas tous les soirs, tous les jours, à tous les trajets, des chanteurs d'opéra incroyables dans le wagon qui vous mène. Nous allons parler de cet objet absolument incroyable, qui est une super production. Tenez-vous bien, 3 ans de travail, des centaines d'articles, de partitions, de recherches, mais des heures et des heures d'enregistrement. Bref, un statut qui n'est réservé généralement qu'à la dernière production des Rolling Stones. Et là pourtant, nous sommes dans la musique baroque, celle de Monteverdi. Bonsoir Mathilde Etienne, bonsoir à González Toro. Nous allons parler de Monteverdi, de ce travail incroyable. Quand vous êtes lancé là-dedans, est-ce que vous saviez que ça allait être aussi faramineusement démesuré? On avait une petite idée parce qu'on avait déjà enregistré l'Orfeo de Monteverdi, mais non, je ne pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur. Alors, vous êtes le chanteur star, et pourtant, I Gemelli, car c'est l'ensemble I Gemelli, ne peut pas fonctionner sans votre binôme. Est-ce que vous pouvez, vous, à ma place, me dire pourquoi est-ce qu'elle est indispensable à ce travail? Alors c'est très très simple. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir construit un ensemble, un groupe avec une bicéphalité, 2 têtes. Et ça me permet, moi, d'avoir des mauvaises idées ou des bonnes idées et de pouvoir en discuter avec Mathilde qui peut me proposer ses bonnes idées ou des fois ses mauvaises idées et de finalement faire le consensus avec ce qu'il faut qu'on fasse. Ça nous permet d'avoir chacun, l'un l'autre, un petit peu de recul et en fait, ça nous permet d'aller plus efficacement là où on a envie d'aller. Complice sur scène, complice à la ville, ça, ça vous arrive de vous disputer sur Monteverdi ou sur un air du XVIIe siècle? Ça nous arrive d'argumenter. Disputer, je ne sais pas. Non, pas disputer. Des fois, on n'est pas d'accord sur certaines couleurs ou certains tempos. C'est elle qui remporte le morceau, c'est ça? Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours. Souvent. On m'a raconté que Emiliano envoyait des indications métronomiques extraordinairement précises et chantait tous les morceaux de chaque ténor, de chaque... C'est un maniaque, c'est ça? Oui, mais après, c'est le fonctionnement de l'ensemble. Moi, j'envoie des vidéos où je joue tous les personnages aussi. Et on envoie une analyse musicale, une analyse littéraire. Tout le monde est ultra préparé. En fait, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que quand on arrive sur les répétitions, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, plus c'est préparé, plus c'est précis. Et en fait,
plus on peut faire des choses délicates et subtiles. Si on commençait par écouter un peu de Monteverdi, Allez. de ce merveilleux retour d'Ulysse. Ulysse, un sacré personnage avec un sacré voyage et plein de surprises à son retour. Al sonno, fratello della morte altri ti chiama, songo trasportato, deluso ed ingannato, ti conosco ben io, padre d'errori, pur degli errori miei, son io la colpa. Alors, l'œuvre est tellement considérable qu'on ne sait pas vraiment par quoi commencer. Le disque, l'enregistrement, la préparation, la recherche des partitions. On va commencer par le livre, parce que c'est à la fois à entendre, mais aussi à lire et à regarder les merveilleux dessins de Natasha Lockwood. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que dans ce livre, vous racontez 1000 histoires absolument passionnantes, tout d'abord, tout simplement, qui est Claudio Monteverdi et pourquoi est-ce qu'on dit de ce monsieur qu'il est finalement un des inventeurs majeurs, si ce n'est l'inventeur de l'opéra? Alors, Claudio Monteverdi, c'est un des plus grands génies de l'opéra. C'est un grand génie à l'égal de Mozart ou Wagner, par exemple. C'est quelqu'un qui a... C'est pas lui qui a inventé le langage de l'opéra, mais c'est lui qui l'a, disons, perfectionné, qui en a fait un langage moderne. Parce qu'il s'est inspiré de toutes les pratiques de l'époque et il a ajouté des inventions personnelles. Et c'est ce mélange qui donne cette richesse de musique qui est absolument inouïe et qui n'a pas été imitée dans son siècle. Alors, le retour d'Ulysse... Alors, Monteverdi fait un opéra phénoménal qui bouleverse la terre entière et qui a un succès fou, qui s'appelle Orfeo. Et là, c'est l'œuvre d'un vieux monsieur. Il a le succès, tout ça, il n'en a plus rien à faire, c'est ça? Il est en totale liberté, il est en roue libre? C'est un peu... Non, en roue libre, je dirais pas, mais en tout cas, il est libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Il a déjà tout fait, il a tout prouvé, il arrive à la fin de sa vie. J'ai envie de dire, il a juste envie de s'amuser, de prendre son pied et de prendre les derniers quelques défis qu'il n'a pas encore traités, en l'occurrence la tragicomédie, puis ensuite la comédie qui viendra avec Popée. Mais en réalité, c'est des thématiques qui sont liées à l'époque, c'est-à-dire qu'il est 30 et quelques années plus tard que l'Orphée, et toute la vie a évolué, la société a évolué, et donc à un moment donné, lui, il arrive à 70 ans passés, ce qui pour cette période-là est carrément un âge plus qu'honorable, il arrive à se dire, bon, ben, si j'ai envie de faire un projet, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, c'est pas une commande où il n'est pas obligé de le faire. Alors, on a l'impression que Orphée, si on pouvait résumer très rapidement, c'est un peu un opéra pour l'élite, pour les gens extrêmement lettrés de la cité de Venise. Et tandis que là, c'est quelque chose de beaucoup plus populaire, parce qu'on rit beaucoup, il y a plein de surprises, on se déguise, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce sont tous les deux des opéras qui ont été composés pour des académies littéraires, qui étaient très importantes à l'époque. Mais l'Orfeo n'a jamais dépassé ce cadre-là. Tandis qu'Ulysse, ça a été créé dans un opéra public, c'est-à-dire que les gens payaient leur place. C'est d'ailleurs la première fois qu'on paye, cette idée de payer pour aller au spectacle vient de là. Donc il faut conquérir les publics, il faut leur plaire. C'est pour ça qu'il y a tellement de registres différents. Donc on parle à l'élite intellectuelle, mais il faut aussi parler au gondolier qui ne sait même pas lire, en fait, et qui sait encore moins lire la musique. Ça avait du succès, ce genre d'œuvre, dans son temps? Ah oui. Ulysse a eu beaucoup de succès, il a été beaucoup repris, il a voyagé beaucoup. La partition sur laquelle on travaille est celle de Vienne, pour dire qu'on n'a pas la partition originale. Oui, c'est 1840 et quelque chose comme ça, qu'il est retrouvé. Ouais. Et en fait, on n'a pas du tout la partition originale ou même une copie en Italie sur laquelle nous on peut travailler. Ce sont que sur des copies qu'on a trouvées ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose dans la musique ancienne qui est absolument fascinant, c'est ce côté Indiana Jones. Vous allez chercher les partitions, voir comment ça s'écrit, essayer de comprendre quelle était la technique d'écriture et d'interprétation, et parfois même vous inventez. C'est-à-dire que vous avez un texte, mais vous n'avez pas la musique? Oui, absolument. Et pour le retour d'Ulysse, par exemple, il n'y a pas les chœurs. Parce qu'on suppose que quand ça a été joué à Vienne, ils n'avaient pas de chœurs ou ils ne voulaient pas les jouer. Donc, on sait qu'on a un manuscrit du livret
qu'on a retrouvées à Venise, on en a plusieurs, mais on n'a pas la musique qui correspond. Et nous, on a voulu recréer ça. Alors, dans cet incroyable et gigantesque travail, il y a un casting de malade. C'est-à-dire qu'il y a, figurez-vous, 9 ténors. C'est-à-dire que n'importe quelle maison d'opéra se dit « Mais comment il a fait pour avoir libre dans leur planning 9 ténors, soit des grands espoirs, soit des chanteurs extraordinairement confirmés ?» Comment on fait pour avoir un casting pareil? C'est un peu l'avantage d'avoir 25 ans de carrière sur les scènes lyriques. J'ai pas mal de copains, déjà, de base. Ça aide un petit peu. Et puis, surtout, en fait, c'est un enregistrement qu'on n'a pas fait d'une traite. On l'a fait en plusieurs fois, en 4 fois, pour être précis. Et donc, on a essayé aussi d'adapter les périodes où chacun était disponible pour pouvoir enregistrer tout ce dont on avait besoin. Alors, ce qui est merveilleux, parce que cette voix extraordinaire qui est la vôtre, vous avez la voix d'un vieillard, vous avez la voix de quelqu'un qui se déguise, vous avez 1000 voix, 1000 voix. C'est important, la joie d'interpréter des rôles aussi différents? Mais oui. En fait, c'est un rôle fantastique. Plus simplement, est-ce que vous avez pris votre pied, quoi? Déjà, je prends toujours mon pied dans ce genre d'œuvre, c'est évident. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Ulysse, c'est le malin. Même dans la mythologie, c'est vraiment le guerrier qui était le plus rusé, celui qui trouvait toujours des solutions, celui qui sortait toujours de tous les guet-apens. Et en réalité, encore une fois, à ce moment-là, aidé par Minerve, évidemment, il ne peut pas arriver tout seul, il se déguise en petit vieux et donc forcément... Il y a presque un côté un peu parrain comme ça. Et il utilise ça pour pas se faire reconnaître jusqu'au moment où il récupère son arc, et il récupère sa force et il récupère sa voix. Et en fait, il y a vraiment ce côté, et du coup, il surprend tout le plateau. Et à un moment donné, il y a une vraie scène de massacre sur tout l'opéra. Et c'est ça qui est fantastique. En fait, c'est un vrai Disney. En réalité, cet opéra, il est très, très drôle. On parlait du casting extraordinaire. Et à propos de ce casting, je vous propose la première des questions surprises de quelqu'un qui vous connaît bien à tous les deux, et même qui a un peu travaillé avec vous, on pourra dire, Philippe Jarouski. Voilà. Bonsoir Mathilde, bonsoir Emiliano. Je voulais d'abord vous dire que j'étais très heureux de participer à ces magnifiques albums du Retour d'Ulysse de Monteverdi. Et nous avons un point commun, tous les trois, nous sommes chanteurs, et nous avons un ensemble que l'on dirige artistiquement. À votre avis, qu'est-ce qui nous caractérise? Quelles sont finalement les qualités qu'on peut avoir et peut-être aussi les défauts? Je vous embrasse. Alors, les qualités et les défauts d'un leader, de 2 leaders? 2 leaders, je pense que on est très complémentaires, ça c'est sûr. Après, par rapport, je pense qu'il fait référence aussi au fait qu'on est chanteur et qu'on dirige un ensemble depuis la voix. En réalité, ce qui fait notre singularité et en même temps ce qui nous rassemble avec Philippe, mais pas que. Il y a aussi Reinhard van Mechelen ou encore Nathalie Stutzmann à l'époque où elle avait encore Orfeo 55. Il y a ce côté, on essaie de revenir un tout petit peu à la source. C'est-à-dire que le concept d'un chef qui dirige depuis un clavier au XVIIe siècle en Italie, ça n'existe pas. Et donc en réalité, quand on a considéré que la majorité des compositeurs étaient d'abord chanteurs, puis jouaient au s'accompagnant la viole, le luth, ou peut-être même parfois le clavecin, mais c'était vraiment un instrument d'accompagnement. Et un peu, Philippe, il a ouvert la voie, comme certains autres, à cette nouvelle façon de travailler qui est de diriger depuis la voix, en chantant. C'est-à-dire que si les gens ils viennent voir un concert avec Philippe ou avec Reinhard ou avec nous, eh ben, il n'y a personne qui va diriger pendant le concert, personne ne va battre les bras, on chante devant et l'orchestre suit. Alors, vous avez fait un travail incroyable sur les partitions, sur la justesse. Qu'est-ce que ça veut dire historiquement informé? Historiquement informé, ça veut dire qu'on va consulter toutes les sources, les chroniques, les traités. On essaie vraiment de faire comme à l'époque. Évidemment, on n'y arrivera jamais. Hein. On a toujours des choses à découvrir. Mais on essaie de recréer un petit peu l'ambiance. C'est pas seulement sur les partitions, c'est aussi sur les instruments. Par exemple, on a fait reconstruire une trompette marine exprès pour avoir ce son-là qui est très spécial. Vous pouvez nous citer quelques noms d'instruments bizarres que vous utilisez? Alors, nous, on a des sac-boots, donc c'est des trombones baroques. On a des cornets à bouquin, donc c'est des espèces de petites trompettes en bois avec du cuir, et ça fait un petit... C'est entre la voix humaine et la trompette moderne. Il y a un lyrone, c'est une espèce de... On dirait presque je sais pas, c'est un violoncelle avec une tonne de cordes. Et puis on dirait presque un piano comme ça sur un violoncelle, c'est très drôle. Et ça joue des accords. Ça joue plein d'accords, c'est un son un tout petit peu triste comme ça, c'est très joli. Une trompette marine, on en a utilisé un, c'est une espèce de grand tube comme ça en bois et avec une corde. C'est pas du tout une trompette en fait, c'est un instrument à cordes. Ouais. Alors je voudrais vous demander, Mathilde, qui est Monsieur Tactus? C'est lui. D'où vient ce nom? Vous pouvez nous raconter? Eh bien, il faut chanter en rythme, en fait. Ça, c'est la clé. Et en fait, quand on fait de la musique ancienne, on se dit, oh, c'est libre, c'est comme le jazz. Mais le jazz, en réalité, c'est pas si libre. C'est-à-dire qu'il y a une structure.
Et on a besoin de cette structure tout le temps. Et surtout, quand il n'y a pas de chef pour diriger, pour donner la battue, il faut avoir soi-même cette pulsation interne. C'est le groove, c'est la pulsation, c'est ça? Mais complètement. En fait, il y a un super représentant du groove par rapport au tactus, c'est Jacques Brel. Jacques Brel, quand il chante, il est toujours légèrement décalé, mais son orchestre, Mais ça bouge pas. il est toujours en place. Et puis lui, pour qu'on comprenne bien le texte, il surfe par-dessus. Mais on peut surfer qu'à partir du moment où on a une structure. Si vous n'avez pas de structure, bah, c'est le bazar, tout le monde s'attend, tout le monde s'écoute, tout le monde se cherche, et des fois on se trouve, et la majorité du temps, on ne se trouve pas. On va écouter un petit peu de musique pour aérer notre propos qui est absolument passionnant. Frescobaldi, Dolce Tormento, parce qu'on va écouter la voix de Emek Barat, dont je suis fan absolu. Et elle est avec, évidemment, Philippe Jarouski. Là, j'ai l'impression qu'on touche au point essentiel de votre art, c'est la magie de la voix. Comment ça se fait quand elle commence à chanter, on était au montage avec des amis techniciens à écouter, et en 5 secondes, tout le monde s'est tu et a fait oh. Comment ça s'explique? Comment ça s'analyse, la magie de la voix? La voix, c'est magique. La voix, on ne peut pas tricher avec la voix. C'est-à-dire que la majorité du temps, la voix, vous me voyez, vous pouvez imaginer à peu près la voix que j'ai. Il y a quelques exceptions, mais elles sont très rares. Et en réalité, la voix, si elle est faite avec honnêteté et avec profondeur, elle touche directement. C'est ce qui fait la magie de l'opéra, en réalité. Quand vous allez voir un concert avec une sono, vous entendez le son au travers d'un micro qui passe par des câbles, qui passe par des enceintes, et vous recevez le son qui vient d'une enceinte. Vous recevez un son qu'on vous a transmis amplifié. Si vous avez le son d'une voix qui n'est pas amplifiée, vous ressentez l'énergie qui est transmise au travers de ça, et la pureté de cette énergie, et la pureté de cette espèce de saut dans le vide qu'on fait quand on chante sans amplification. On est à nu. Si j'ai un chat dans la gorge, vous allez l'entendre. Si j'ai mon son qui m'échappe, vous allez l'entendre. Si j'ai une tension quelque part, vous allez l'entendre. Mais quand il n'y en a pas, et quand on est juste, et qu'on est calé sur l'air, sur le soutien, sur le fait de délivrer cette énergie, eh ben, ça marche. J'ai écouté ce week-end pour me relaxer quelques chanteuses de jazz historiques. Bon, c'était super et tout ça. Et tout d'un coup, Ella Fitzgerald, en 5 secondes, on était 3 à table, on a fait... C'est Ah ça oui. la magie? Ah bah oui, Il n'y a pas besoin, c'est immédiat? Bah, la magie, ça ne se décrète pas. Ça se fait quand tout est aligné. Et des C'est fois, ce qui vous a séduit en premier chez Emiliano? Vous l'avez connu chanteur ou J'ai connu chanteur. J'ai connu chanteur, c'était dans une production qui ne se passait pas hyper bien. Et il est arrivé au dernier moment, parce qu'un des chanteurs était malade. Et je me rappellerai toujours, en fait, au milieu de la répétition, la porte s'ouvre parce qu'il sortait de l'avion. Enfin, voilà, il enlève sa casquette, il commence à chanter et tout le monde fait « Waouh !» C'est-à-dire que j'ai entendu sa voix avant de le voir quasiment. Et j'ai été vraiment touchée par ce timbre qui est très singulier. Il y a beaucoup de belles voix de chanteurs. Moi, je suis très touchée par des voix singulières, par des voix qui me racontent quelque chose. Et la voix d'Emiliano, elle me raconte beaucoup de choses. Il est maquillé, mais je crois qu'il est en train de rougir. En fait. c'est ça. Alors, cette œuvre incroyable que vous avez commise avec Il Gemelli et avec vous à la tête, c'est Gemelli Factory. Ouais. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que Gemelli Eh Factory? bien, c'est notre label que nous avons créé pour monter les projets de l'ensemble Gemelli, donc notre ensemble. Donc plus de liberté, plus d'autonomie? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'être à toutes les places, en fait. C'est un petit peu revenir au début de l'opéra où les chanteurs, ils étaient aussi impresarios. En fait, c'était des troupes, en fait. Ils faisaient tout eux-mêmes. Et je trouve ça bien de travailler à une petite équipe. On fait très peu de disques, en réalité. On fait les nôtres, plus quelques récitals. Mais c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de... Je me souviens de vous avoir entendu en concert à Paris. C'était Room of Mirrors, Ouais. absolument génial, où ça jouait sur la dualité qu'il y avait avec Zachary Wilder.
J'étais assis en fond de salle et je voyais tous les gens faire comme ça, danser, bouger. On se serait cru à un truc de jazz ou de rock. Donc ça swing, quoi, cette musique. La musique du 17e, ça swing. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de monter le label. C'est pour raconter un peu cette musique, mais à notre manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas vraiment de... on est allé un peu à l'encontre, en créant ce label, de la réalité économique. C'est-à-dire qu'on décide que chaque disque, eh ben, tant pis s'il n'est pas viable économiquement. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre tout ce qu'on a dedans, d'énergie, de passion, de temps, d'amour pour cette musique, pour la porter à un public, et en espérant que ça va lui plaire. Mais la démarche première, c'est de dire, OK, si on avait zéro limite, si on avait on pouvait rêver tout, comment on ferait? Eh ben, on a décidé de faire le label pour justement faire ça. Quand on parle de swing, si vous ne me croyez pas, vous êtes devant votre télé, poussez les meubles, montez le son et écoutez, c'est Celestani qui donc c'est avec Zachary Wilder et c'est Damigella tutta bella. C'est parti. Damigella tutta bella, versa versa quel bel vino. Damigella tutta bella, versa versa quel bel vino. Fa che cada la rugiada distillata di rubino. Fa che cada la rugiada distillata di rubino. Nel seno rio veneno che vi sparsi amor profondo, o nel seno rio veneno che vi sparsi amor profondo, ma gittarlo e lasciarlo vo sommerso in questo fondo, ma gittarlo e lasciarlo vo sommerso in questo fondo. C'est impossible de ne pas danser, on dirait un bal de village presque, où merveilleusement on a envie de prendre quelqu'un dans ses bras. Quel est votre public? Est-ce que vous savez qui est votre public? Est-ce que vous avez une petite notion sociologique des gens qui viennent écouter votre musique? Forcément, c'est des gens qui ont déjà un petit peu le temps de venir. Ce n'est pas forcément des gens qui sont tout le temps au travail. Parce que mine de rien, ça fait partie aussi des prérogatives, c'est d'avoir un peu de temps à consacrer à des concerts. Il y a un petit peu des étudiants, il y a des jeunes, il y a des musiciens, il y a des familles qui viennent, il y a un petit peu tout le monde. Vous avez commencé, vous, comment, la musique ancienne? C'est quelqu'un vous a pris par la main, vous a fait écouter, ou c'est un accident? C'était au conservatoire quand j'étais à Liège. Je ne connaissais rien du tout à la musique, donc j'ai découvert plein de répertoires. Et il se trouve qu'en Belgique, on faisait beaucoup de musique ancienne à cette époque-là. Et donc, on m'a mis dans la main le Pianto della Madonna de Monteverdi. Donc, j'avais 19 ans et j'ai trouvé cette partition et j'ai eu un choc extraordinaire. Quand on aime la musique du XVIIe siècle, par exemple Monteverdi ou d'autres, est-ce qu'on a un rejet de la musique romantique, par exemple? Non, pas du tout, pas du tout. C'est de la musique, en fait. C'est des notes, c'est de l'émotion, en fait. C'est du chant. Enfin, il y a de la poésie, il y a de la musique, c'est la même chose, en fait. C'est juste le langage n'est pas tout à fait le même, mais... Il y a eu un long parcours depuis que Gemelli existe et depuis que vous êtes dans ce milieu, n'est-ce pas? Ça a beaucoup évolué. Est-ce que, par exemple, sa voix a évolué? Je la vois, parce que je le connais bien, donc je la sens évoluer tous les jours. Et elle gagne beaucoup en densité, mais elle a toujours ce... Vous travaillez beaucoup ou... Ça dépend des périodes. Ça dépend vraiment des périodes. Déjà parce que quand on est en production spécifique avec Gemelli, ben, ça prend beaucoup de temps. Donc dans ces périodes-là, en général, déjà, je chante pour la production, pour le rôle que je dois interpréter, et je donne les exemples à tout le monde en chantant aussi. Après, oui, ça dépend. Par exemple, j'ai certains rôles qui arrivent pour 2025 et 2026 qui sont très importants pour ma carrière, mais pas forcément spécifiquement avec Gemelli parce que ce serait, pour plein de raisons, impossible. Des très grands rôles, et du coup, il faut que je les prépare. Et donc, je travaille avec un professeur, entre autres, pour ces échéances. La merveilleuse humilité des grands artistes. Je crois qu'il y a une autre petite question surprise et qui s'adresse à vous et qui parle évidemment de l'histoire de Gemelli. Et ce que j'aime chez vous deux, c'est que vous n'oubliez pas les jeunes artistes qui ont besoin qu'on leur prenne la main et qu'on les encourage.
C'est Laurane Oliva qui va vous poser une question. Bonsoir tout le monde, hello à tous les deux. On dit que l'union fait la force. La vôtre a fait éclore un ensemble dont la qualité est remarquée, très appréciée et très récompensée. La famille Gemelli ne cesse de s'agrandir et son activité de se diversifier. Mathilde, ma question est: comment vois-tu Gemelli dans 10 ans? Des énormes bisous à tous les deux et j'espère à très très vite. Salut! Alors, Gemelli, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi? Est-ce que vous imaginez? J'ai du mal à imaginer parce que dès le départ, j'ai eu du mal à imaginer ce que ça allait devenir maintenant. Donc, j'imagine d'autres disques parce que vraiment, on aime ça. J'imagine découvrir de nouveaux artistes comme Laurane, qui est une artiste extraordinaire. À 23 ans, avoir ça. Avoir d'autres rencontres comme ça j'espère. J'espère qu'on pourra transmettre ce qu'on est en train d'expérimenter. En fait. Alors, on parle d'une musique qui a un avenir et qui a un public et qui est à chaque fois plus ample. Mais quand j'ai réfléchi et que j'ai travaillé cette interview, je n'ai pas pu ne pas remarquer, mais peut-être que je me trompe, que vous vous êtes passionné pour un des inventeurs de l'opéra et dans le même temps, vous venez de publier une chronique et une tribune qui a fait beaucoup parler dans le monde de l'opéra et dont le titre est « Quand l'opéra doit réapprendre le respect », où vous vous demandez si l'opéra, finalement, c'est pas foutu parce qu'on a fait mauvaise route. Vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez voulu dire dans cette chronique flamboyante? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que c'est un constat qu'on puisse l'accepter ou non, qu'aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. Dans notre milieu de l'opéra, nous, on le vit, il y a même des articles qui sont sortis tout récemment pour expliquer la saison fantôme 24-25, en répertoriant toutes les productions qui n'allaient pas voir le jour et qui étaient prévues, parce qu'on manque de subventions, parce qu'il y a un certain... les charges ont augmenté, le public, les recettes de billetterie baissent drastiquement. Il va y arriver un moment où ce ne sera plus possible. Il y a des moments où ce ne sera plus possible. Forcément, à un moment, il va y avoir un changement. On ne sait pas encore comment, sous quelle forme, mais forcément, on va devoir s'adapter d'une manière. Vous dites qu'il y a eu une espèce de trahison et une erreur dans le... Je ne sais pas si on peut parler de trahison ou d'erreur. Je ne sais pas si j'ai vraiment parlé en ces termes, mais en réalité, là où je me pose la question, c'est... Il est aujourd'hui énormément... Nous, les retours qu'on a à chaque fois qu'on fait des concerts, ce retour d'Ulysse, on va le donner en tournée dans sa version intégrale, mais en version mise en espace. D'ailleurs, je profite pour signaler que ne ratez pas le concert à Bordeaux et surtout, et également, celui à Genève le 20, n'est-ce pas? 20 octobre à Genève. 20 octobre à Genève. Au BFM, mais indépendamment de ça, c'est le retour qu'on a souvent quand on fait ces productions, ces concerts d'opéra mis en espace, mais version concert, les gens ils viennent nous dire... En fait, ça nous fait du bien parce qu'il y a beaucoup de spectacles qu'on n'arrive plus à aller voir. On a envie juste de fermer les yeux et d'écouter les chanteurs. Et parce que ce qu'on voit les emmerde, c'est ça? Je ne sais pas si ça les emmerde, mais il y a vraiment une distance qui s'est créée. Et même s'il y a évidemment une partie du public qui est ce qu'elle est et qu'on ne peut pas nier, qui a déjà vu beaucoup de fois une Traviata, une Carmen, ou un Orphée ou un Ulysse peut-être, il y a quand même beaucoup de public qui vient voir les spectacles pour la première fois. Et les gens qui viennent voir un spectacle pour la première fois, il ne faut pas non plus les oublier. Il ne faut pas ne faire qu'une sorte de théâtre ou d'opéra, mais il ne faut pas non plus le laisser que pour une toute petite partie des gens qui viennent. Alors, vous êtes d'origine chilienne, papa et maman sont chiliens. Oui. Ah, évidemment, le González Toro, c'est pas vraiment de Lorraine. Vous êtes dans cet enseignement musical, cette passion plutôt de la musique qu'ont eu vos deux parents, qui étaient passionnés de musique. Ils vous ont aussi transmis des gènes un peu musique latine, puisque vous êtes profondément aussi issus de ce continent. Vous avez enregistré avec des musiciens de jazz. Pour les gens qui pensent que les chanteurs d'opéra ne chantent que de l'opéra, je vous propose d'écouter cette merveilleuse rencontre avec Thomas Enco, hommage à Violeta Parra, immense artiste dont nous allons parler. C'est Violeta Parra meets jazz. ¿Por qué los pobres no tienen? Pourquoi les pauvres n'ont pas? Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan.
Palomitas, ¿qué cosas tiene la vida esa mitad? On voyait votre papa dans la salle d'ailleurs, n'est-ce pas, si Ouais, je ne me trompe il pas. chante avec moi dans ce Il chante programme. avec vous dans ce programme. Ouais. Thomas Enko, vous l'avez rencontré comment? C'est le petit-fils de Jean-Claude Casatsu qu'on Ouais. a reçu ici. Ouais. Vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré à un concert à Paris, invité par un copain. Et il m'a dit, viens, on va écouter Thomas. Je ne le connaissais pas. Et c'était un concert avec plein d'artistes différents. Et lui, il est arrivé comme un ange au piano. Il a accompagné 4-5 artistes dans des styles qui n'avaient rien à voir. Et puis, j'étais bouleversé. Et à un moment donné, ça coïncidait vraiment extrêmement bien avec quelques mois ou peut-être un an avant un grand événement qui a eu lieu en 2017, qui était le jubilé, enfin l'anniversaire de la mort de Violeta Parra ou de sa naissance, puis c'était exactement pareil. Et en réalité, mon père m'avait dit, on va faire un événement à Genève pour cet anniversaire de Violeta Parra, et j'aimerais que tu t'occupes un peu de la direction musicale de cette soirée. Et puis à un moment donné, je me suis dit, là, j'ai quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler et d'inviter pour faire ce soirée. Ça change tout, non, de chanter du jazz et de chanter de la Oui, chanson, et puis il est incroyable. Figurez-vous que cet incroyable Thomas Enko, il a une petite question à vous poser. Coucou mon cher, je suis sur une plage d'une île de la mer du Nord, très très vantée. Et je voulais te demander de nous donner une petite démonstration à la télé de ton jive légendaire. Voilà, je regarderai ça attentivement. Je t'embrasse. Qu'est-ce que c'est que le jive, c'est ça? Ouais, le jive, c'est un virage sur une planche à voile. En fait, quand on fait de la planche à voile, il y a plusieurs états. D'abord, on est dans une espèce d'état où on avance quasiment au ralenti. Et puis, quand le vent commence à être fort, d'un seul coup, la pression dans la voile commence à augmenter. Puis, on commence à déjauger comme un hors-bord ou comme un scooter des mers. D'un seul coup, bam, on part par-dessus. Puis, on s'accroche à un harnais comme ça. On met les pieds dans des footstraps. Puis, on commence comme ça. Puis, quand on a fait, je sais pas, 200, 300, 400, 500 mètres ou plus, on se dit, tiens, je vais tourner. Alors, hop, on se lève comme ça. On sort le pied du strap, on décroche. On tourne la voile, on reprend et bam, on est reparti de l'autre côté. Je ne sais pas si je suis super balèze là. C'est le premier jive en direct sur une chaîne info. Je vous félicite. En fait, c'est comme le chant. Je propose d'écouter encore un peu de musique avec une autre star de l'art vocal. C'est Ricardo Villazón qui chante une chanson de Silvio Rodríguez qui est vraiment une légende de la musique cubaine, La Masa. Creyera en la locura de la garganta y del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. On sent que vous prenez un pied incroyable, hein, n'est-ce pas? Chanter avec Rolando, c'est toujours incroyable. C'est un des artistes les plus généreux que je connaisse, qui a vraiment aucune limite et qui donne toujours tout sur scène. Et chaque fois que j'ai pu collaborer avec lui, ça a toujours été un grand bonheur. Eh bien, on l'embrasse. Je vous propose tout de suite de parler de notre partenaire. Notre partenaire, c'est Classica. Classica qui nous propose ce mois-ci un formidable dossier qui s'appelle « Dans la tête de Jean-Sébastien Bach ». Et ça me fait une transition extrêmement facile pour le coup de cœur de ce mois-ci. Le coup de cœur de ce mois-ci, c'est un album merveilleux du claveciniste Justin Taylor. Je sais que vous l'aimez, et l'un et l'autre. Ouais. Et qui joue un Bach italien. Je vous propose d'en écouter un court extrait avant de se quitter.
Merveilleux, Justin Taylor. Je n'ai plus qu'à vous remercier, à rappeler l'incroyable travail Ritorno de Ulysse in Patria. Après avoir erré tant et tant, il revient enfin chez lui. Et j'ai vraiment eu un très grand bonheur à découvrir votre travail. Je vous en souhaite plein d'autres avec Monteverdi. Monteverdi again, again and again. Et vous nous avez fait un cadeau merveilleux. C'est de nous offrir sur ce plateau d'une chaîne info de la musique en live. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Eh bien, c'est 2 petits extraits du Retour d'Ulysse. Donc, il y a un petit bout de duo. Alors, c'est un peu original parce que c'est pas le rôle qu'Emiliano chante dans le disque. Donc, il m'a fait ce petit cadeau de chanter avec moi. Et puis après, il y a le réveil d'Ulysse sur la plage. Il émerge un petit peu et il se réveille. Donc, honneur encore et encore à Monteverdi, que décidément vous aimez beaucoup. Vous n'êtes jamais jalouse de Monteverdi quand il en parle avec cet amour passionné? Ben, il en parle avec autant d'amour que moi, alors ça va, donc ça vous tient ensemble. C'est un ménage à 3. Merci, voilà, c'était Mélodie Nocturne avec beaucoup de musique. J'espère que vous avez partagé notre plaisir. Et maintenant, de la musique en live. Bonsoir. Dormo ancora, o son desto che contrade rimiro, qual l'aria oi me respiro e che terren calpesto. Dormo ancora, dormo ancora, dormo ancora, o son desto. Chi fece il sempre dolce e lusinghevol il sonno ministro de tormenti. Chi cangiò il mio riposo in ria sventura, qual deità de dormienti o sonno, oh mortal sonno, fratello della morte altri ti chiama, solingo trasportato, deluso ed ingannato, ti conosco ben io, padre d'errori, pur degli errori miei, son io la colpa. Che se l'ombra del sonno sorella oppur compagna, chi si confida all'ombra perduto al fin contra ragion si